Je vais céder la place maintenant à Thierry Willemsen et Alison Spoyden de la HEPL pour leur projet transversal de salle d'études virtuelle. Voilà, je ne sais pas si vous êtes OK tous les deux. Oui, merci Amélie. OK, parfait. Voilà, je vous laisse environ 20 minutes, comme ça avait été prévu. Un tout grand Parfait, merci. merci. Donc c'est Thierry qui va partager le PowerPoint pour nous 2. Donc Thierry. Bonjour Alison, je partage, je vérifie juste. Voilà, le partage va être fait et je vais le réaliser et basculer directement vers le début de la présentation. Je laisse la parole à Madame Spolden, la grande coordinatrice de la HEPL. Merci. Donc voilà, nous aujourd'hui, on intervient avec mon collègue Thierry pour présenter un projet qu'on a mis en place au niveau de la haute école, un projet qu'on a mis en place donc de manière transversale. Alors ici, c'est vraiment une présentation sans prétention et à notre petite échelle, si je puis dire. Donc c'était dans l'idée de peut-être éclairer ou donner déjà des éléments de réponse à ceux qui voudraient éventuellement mettre ça en place pour le prochain blocus. Simplement vous préciser que ça a été assez rapidement mis en place une fois que le projet a été mis sur la table par un des relais SAR de notre établissement, Béatrice Dozeret, qui est, je crois, là aujourd'hui d'ailleurs, et qui a aussi été alimenté par les cartables qu'on a pu vivre au niveau du cas de la commission d'aide à la réussite du pôle. Donc voilà, ça c'était le petit préambule avant de commencer la présentation. Alors au niveau du plan de la présentation, on vous présentera forcément le dispositif, pourquoi on l'a mis en place, comment, avec quel support et quelle communication on a fait autour de celui-ci. L'utilisation, donc là on vous donnera les informations pratiques qu'on a communiquées aux étudiants, mais aussi quelques chiffres de fréquentation. On passera à un exemple concret dans la salle d'études virtuelle du département des sciences de la santé et c'est là que Thierry prendra la parole, pour donner, son point de vue et son expertise ou expérience. Et on passera aussi en point d'évaluation du dispositif et d'éventuelles pistes pour le futur, par rapport aux constats qu'on a pu mener. Voilà. Alors au niveau du dispositif, pourquoi on l'a mis en place? La première chose, c'était de mettre à disposition un espace dédié au travail. Donc c'était vraiment donner aux étudiants la possibilité de se rendre virtuellement dans un espace ou un endroit collectif dédié au travail. Donc comme, tout à l'heure monsieur Dupont l'a dit, un lieu adapté à l'étude. C'était aussi, permettre aux étudiants d'avoir un cadre, donc leur donner des repères, un espace-temps, un endroit pour se motiver. Donc là, j'aurais encore envie de faire le parallèle avec la présentation qui a été faite avant, mais vraiment de donner une planification de temps et aussi une consultation des pairs parce que vous le verrez par la suite, les relais SAR, des différents départements étaient présents à des moments spécifiques. On espérait, avec la mise en place de ce dispositif, lutter contre la procrastination, donc grâce à un lieu de rencontre, mais aussi par la prise d'habitude, d'étudiants, voilà, de se connecter régulièrement et de travailler, éventuellement ensemble. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place sur demande de quelques étudiants, donc enfin des demandes qui ont été formulées au relais SAR dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis qui a été amené en réunion d'équipe et qui a été alimenté par les réflexions qu'on a pu avoir, lors des différents cartables, notamment celui, sur comment aider à la construction d'un esprit de groupe. Alors, on espérait aussi que ça puisse être un éventuel lieu de rencontre, pour les étudiants, d'un même département ou d'une même section, parce que, effectivement, on le constate, hein, ils souffrent un peu de ce manque de sociabilisation ou de création de groupes de pairs et cetera et donc nous, on espérait aussi, avec ces salles d'études virtuelles, de peut-être, combler ce manque et on verra, dans la partie 4 d'évaluation que ça n'a pas forcément rempli ce rôle-là, en tout cas. Alors, au niveau, du dispositif, le comment et quel support on a utilisé, nous, on a utilisé Teams, parce qu'effectivement, c'est le logiciel qui est utilisé institutionnellement, que ça paraissait facile d'organiser, l'espace numérique dans cet endroit et que c'était aussi facile pour les étudiants de directement se faire à cette plateforme qu'ils connaissent puisqu'ils utilisent tous les jours. On a fonctionné avec des équipes avec code d'accès. Ça nous semblait être la formule qui permettait, d'être la plus facile d'accès pour les étudiants et aussi, ça permettait à nous relais, de ne pas devoir, venir, peut-être, intégrer manuellement tous les étudiants. Donc voilà, je ne sais pas si c'était la meilleure option, mais en tous les cas, c'est celle qu'on a posée. On a fait le choix de faire une salle par département, donc soit 7 salles d'études, hem
Ici, avec au départ, avec une idée derrière de potentiel sous-canal. Alors, on n'avait pas réfléchi, enfin, pas été jusqu'à la réflexion des propositions qui ont été faites par monsieur Dupont d'endroits de récréatifs, un endroit d'espace d'études, un endroit d'espace, de parole. Nous, c'était plutôt dans l'idée de se dire, bah, si jamais des étudiants veulent traiter un cours spécifiquement ou si des étudiants d'une section spécifique veulent se rassembler ou encore des étudiants d'un un bac 2 ou bac 3 veulent se réunir, ben, on pourrait créer facilement des sous-canaux. Au niveau du rôle du relais SAR, bah, simplement peut-être préciser qu'à la haute école, on a, 7 relais SAR. Donc on a eu un relais SAR qui était, responsable, on va dire, d'une salle d'études. Alors, il joue le rôle de support, pour s'assurer du bon fonctionnement de la salle d'études. Hem Au début de la mise en route des salles d'études, le relais SAR, bah, il faisait des interventions régulières pour essayer de donner un rythme et aussi essayer d'amener une espèce, ou une certaine convivialité, à l'espace. Bah, forcément, il était là aussi pour répondre aux questions potentielles des étudiants et en fonction des questions ou pas, aussi de diffuser, des outils, des conseils, des bonnes pratiques, des informations, vous allez le voir aussi des petites citations, enfin voilà, des petites choses qui pourraient peut-être aider, nos étudiants à se motiver. Bah, on espérait ou on imaginait qu'il aurait pu aussi initier certaines collaborations entre des étudiants qui en auraient eu besoin et alors, bah, si c'était demandé par les étudiants, on proposait aussi qu'il en profite pour faire des interventions thématiques, par exemple, sur, je ne sais moi, les synthèses, la prise de notes, voilà, des choses spécifiques que les étudiants, auraient aimé aborder. Au niveau du rôle de la coordination, bah, là, ça a été vraiment plutôt, la création des différentes équipes, dans lesquelles les relais sont tous propriétaires, la rédaction, des documents utiles, et aussi forcément la communication et un peu la gestion transversale, du dispositif qu'on a décidé de mettre en place. Alors, au niveau de la communication qu'on a faite, nous, à la haute école, donc on a le SAR Hebdo, donc c'est, une des petites infos ou des petites astuces qui sont envoyées aux étudiants. Donc, pendant, la session, c'était des hebdos, donc c'était toutes les semaines. Maintenant, c'est un SAR Info, donc là, c'est plus ponctuel. Donc en fait, les salles d'études virtuelles ont fait l'objet d'un numéro spécifique, du SAR Hebdo. Alors on est évidemment passé aussi, par les relais. Donc les relais ont en entretien individuel lors d'ateliers ou lors des mails qu'ils envoient aux étudiants de leur département, ben, ont, diffusé la formation et relayé, la formation aux étudiants. On a utilisé aussi, les news de la plateforme interne de la haute école, donc l'école virtuelle, là-dessus, on a un endroit qui est vraiment un endroit dédié au SAR où on peut venir poser des documents, mais aussi on a un endroit avec des news qui s'affichent un peu plus, facilement pour les étudiants, donc on a aussi, déposé la formation là-bas et enfin, la cellule communication de la haute école a diffusé cette information, via Facebook, pour essayer d'atteindre peut-être des étudiants qui n'ont pas, l'habitude d'aller, sur les outils institutionnels. Alors, au niveau de l'utilisation, bah, dans les informations pratiques, on a, premièrement envoyé enfin un document vers les étudiants qui reprenait un peu, bah, ce que c'était la salle d'études, à qui elle était destinée, quand elle serait disponible et quand elle fonctionnerait. On avait aussi prévu, bah, des horaires parce que comme je l'ai dit, on a utilisé Teams et donc j'y reviendrai après, mais on a fonctionné avec un horaire fixe, d'une tranche horaire d'une journée complète, mais où on ne savait pas insérer des pauses. Mais il était essentiel aussi de rappeler aux étudiants, bah, qu'il fallait à un moment donné travailler, à un moment donné faire des pauses. Donc on avait précisé un horaire. Bah, vous voyez dans le document, on dit comment ça fonctionne et cetera. On leur donne les informations pratiques de connexion. Puis on avait prévu une petite charte d'utilisation sur laquelle je reviendrai dans la dia suivante et enfin des informations, concernant les documents. Alors au niveau de l'utilisation encore une fois, ici oui, je me trompe de slide, pardon. Donc on a, d'abord prévu des horaires, donc afin de respecter un peu un moment de d'études et un moment de pause. Après évidemment, on n'était pas là pour non plus tout le temps, gérer est-ce qu'ils s'arrêtent bien après X temps de travail, peu importe. L'idée c'était qu'ils se mettent au travail, donc peu importe si cet horaire avait été respecté, c'était pour donner un cadre au départ. Alors on avait prévu une charte d'utilisation, bah, donc on a affiché ici la petite charte en précisant, bah, évidemment que, nous on leur suggérait fortement d'allumer la caméra parce que l'idée c'était de se voir travailler et de voir en face de soi, que les autres étaient aussi en train d'étudier
dédié. On leur demandait donc de respecter le silence et d'avoir le micro coupé. Étant donné que c'était sur Teams, la réunion ne se lançait pas toute seule et donc ici, entre guillemets, c'était le premier arrivé qui lance la réunion. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces salles d'études, début décembre, donc bien avant, entre guillemets, «le blocus», pour leur permettre déjà de s'habituer, au fonctionnement du dispositif. Alors, et on a aussi, prévu un passage annoncé des relais SAR, mais ça nous paraissait essentiel, pour le respect des étudiants, qu'on ne débarque pas comme ça dans leur petit espace, qui leur était dédié, mais aussi, pour leur dire que voilà, s'ils avaient des questions ou s'ils avaient des demandes spécifiques, il y avait un horaire qui était prévu et donc qu'ils pouvaient venir, à ce moment-là et que le relais SAR serait disponible pour répondre à leurs questions ou à leurs besoins éventuels. Enfin, on utilisait, les fichiers de l'équipe Teams. Ça nous permettait, de structurer forcément les documents, donc à savoir les documents de base, l'horaire, la charte d'utilisation et ce type de documents, mais aussi les éventuels, outils méthodologiques que les relais SAR, seraient venus intégrer en plus, dans les différentes salles d'études et c'est aussi dans cet endroit qu'on a déposé le lien, pour, réaliser notre enquête de satisfaction dont on vous parlera, un tout petit peu plus tard. Alors au niveau des chiffres, voilà, on nous a affiché la fréquentation, par salle, par département, vu que c'était une salle, d'études par département. On voit qu'il y en a qui ont un plus grand succès que d'autres. Donc ici, on constate qu'il y a environ 600 étudiants, 599 pour être exact, qui se sont connectés. Après, il faut garder toutes les proportions aussi, de se dire: «Mais il y en a qui se sont peut-être connectés une fois pour voir ce que c'était et puis qui ne sont plus jamais revenus», jusqu'à ceux qui, par exemple, dans les sciences de la motricité, se connectaient tous les jours à cette salle d'études et qui continuent à se connecter tous les jours, même maintenant, enfin depuis que la session, est finie. Encore une fois, on a remarqué en tous les cas une variabilité par rapport au département. Je sais que les sciences de la motricité et de la santé ont été très actives, les autres un peu moins et par exemple la salle, des sciences agronomiques et celle, de la psychologie et de l'éducation n'ont jamais été activées. Voilà, donc ça c'est aussi, des éléments, à porter à votre connaissance. Voilà pour la partie, transversale et le lancement de ces salles et puis donc maintenant on passe vraiment à l'exemple concret où je cède du coup la parole à Thierry. Merci Alison. Tu as déjà été tellement complète que je vais juste essayer d'illustrer notre activité. Donc, vous nous excuserez effectivement peut-être sur des redites ou des répétitions, puisque l'objectif ici de la séance, c'était justement de pouvoir vous faire un petit peu pénétrer dans justement dans cette salle d'études virtuelle qui a été créée, comme l'a très bien dit Alison, de manière assez rapide finalement par rapport à l'année académique qui s'est déclenchée et par rapport à tous les éléments déclencheurs justement qu'elle a décrits. Donc ici, moi, je vais me contenter dans un premier temps peut-être d'essayer, je ne suis pas un grand usager, je vous dirais tout de suite, de Zoom. Nous vous avez bien compris, la haute école, on utilise beaucoup Teams, donc je suis beaucoup plus à l'aise depuis un an maintenant qu'on partage tout cela avec les étudiants. Donc, c'est vrai qu'ici, j'avais dans l'intention de vous faire deux choses. Donc, vous présenter quelques copies d'écran justement pour qu'elles soient figées et qu'elles soient arrêtées, pour vous montrer un petit peu sur Teams et dans le cadre de cette salle d'études virtuelle du département des sciences de la santé, de voir un petit peu de votre côté ce que c'était. Et puis alors, l'objectif en deuxième lieu, c'était de vous faire plonger plus exactement, si on peut dire ça comme ça, dans l'expérimentation de la salle. Et alors, peut-être vous ouvrir cette salle en direct. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vais quitter à un moment donné le fichier pour replonger sur autre chose. Ça va peut-être un petit peu patauger, mais voilà, on est entre nous. On n'est que deux, trois, donc ça ne posera pas de problème. Par rapport à tout ceci, je réinsiste, je ne sais pas si tout le monde, évidemment ici dans le public, est au courant de ce que sont les sciences de la santé. Bon, pour la haute école, juste pour rappel, ça concerne vraiment ce qu'on appelait la catégorie paramédicale jusqu'il y a peu. Donc, c'est essentiellement la section des soins infirmiers et toutes les autres sections de la catégorie paramédicale, excepté les kinés et les sciences de la psychomotricité. Donc, voilà, ça touche quand même pas mal d'étudiants dans notre école. Donc, ici, je me permettais de vous inviter justement d'être dans cette salle d'études virtuelle du domaine de la santé. Et voilà un peu comment ça se présentait. Je tiens aussi à préciser que l'intervention de début de cette séance de Bruno Dupont, en tout cas pour moi, m'a intéressé très fortement parce que ça nous a permis, je vois que Alison hoche la tête, de voir que
peut-être de manière moins scientifique et rigoureuse, on a été pas mal dans le respect des consignes qui pouvaient être faites. Et maintenant, on a aussi peut-être d'autres pistes pour relancer les choses et qui donneraient peut-être, vous allez voir, des réponses à nos questions en se demandant parfois pourquoi est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc, on n'est vraiment pas du tout… en tout cas, je pense qu'on ne se considère pas à la haute école en disant qu'on a créé quelque chose qui est à généraliser et qui fonctionne au top, mais on a le mérite d'avoir créé quelque chose. Donc, c'est ce qu'on s'est dit. C'était vraiment sur ce point de départ qu'on s'était lancé. Donc, voilà comment ça se présente quand un étudiant va se connecter. Je vous montrerai tantôt peut-être, pour ceux qui ne sont pas habitués à la gestion de Teams, comment ça se présente. On voit effectivement les équipes. Donc, l'étudiant va choisir son équipe puisque c'est son profil finalement de Teams au niveau de son travail. Il y a des équipes pour se connecter à des cours et il y a une équipe autre qui consiste à se connecter à sa salle d'études virtuelle. On voit ici, j'ai fait une capture juste pour montrer les membres. On avait des membres, bien sûr, j'ai caché les noms des étudiants, mais ça correspond au chiffre qu'Alison disait, c'était juste pour montrer qu'elle ne mentait pas. Au niveau de la salle de la santé, il y avait bien 168 étudiants qui se sont connectés connectés. Donc, on insiste bien, on n'a pas dit qu'ils ont été très participatifs, mais ils se sont, tout le moins pour certains, connectés. Donc, on voit les possibilités qui peuvent être faites. On voit aussi au niveau de Teams, avec la souris, je vais vous montrer les fameux canaux dont Bruno parlait tout à l'heure, qui peuvent être très intéressants pour recréer des sous-parties et notamment en fonction des possibilités, laisser ça aux étudiants ou à des personnes qui gèrent la chose de créer des sous-parties. Donc, je n'insisterai pas de trop sur ce que chacun peut faire. Juste savoir qu'en tant que propriétaire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça nous donne la possibilité de gérer justement cette création de canaux. Les membres et invités, comme les étudiants, ne peuvent pas d'eux-mêmes, dans cette philosophie-là, dans la création que nous on a fait, de créer justement des canaux et des sous-canaux à leur guise. Donc, ils sont sous un certain contrôle, comme on l'a dit tantôt. Ici, on s'est permis, évidemment, il y a des noms. Moi, j'ai essayé de cibler sur des captures d'écran où on ne voyait apparaître que les coordinateurs, les relais, pardon, de SAR dans les publications de la messagerie, puisqu'on a une deuxième partie qui était justement de se dire comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de salle d'études virtuelles. C'est notamment en créant évidemment des réunions et des moments d'études et en même temps en essayant de faire venir les étudiants sur le site aussi. Donc ça, c'était notre grosse angoisse au départ. Comment intéresser les étudiants qui sont tellement plongés dans leurs habitudes numérisées par des outils de partage et de réseautage qui connaissent, je vous le dirai tout de suite, beaucoup mieux que moi personnellement. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'on bascule vers quelque chose de différent. Sinon, ça n'aurait eu aucun intérêt. Donc ici, on retrouve effectivement ce cadrage, comme le disait Bruno tout à l'heure, c'est cette particularité qui faisait, je vous ai montré par exemple le 4 décembre, la possibilité qu'on a de lancer certaines choses et d'expliquer la création de ce que Alison avait fait, la création des documents pour lancer cette salle d'études virtuelle. Ma collègue Véronique Noël, qui est présente ici aussi, qui est relais SAR aussi, effectivement, avait cette charge et ça nous permettait d'échanger par rapport à ça. Donc, attention que tout ce que vous écrivez ici, c'est ce que je lui faisais remarquer ici, mais que j'ai effacé, c'est effectivement, à partir où vous notez, c'est accessible à l'ensemble du groupe. Donc, il faut éviter, évidemment, de faire, par exemple, des petits commentaires excessifs dans ce genre de groupe, puisqu'il est sous le contrôle de l'institution. Peut-être si vous détestez un enseignant, ou si, il le verra automatiquement si lui il fait partie de ce groupe-là aussi. Ici, effectivement, pour rebondir sur ce qu'Alison disait tout à l'heure, au fur et à mesure des dates qui avançaient, vous voyez, on est au 15 janvier, au début on était au 4 décembre, donc on est dans une phase de fin de session d'examen et pour montrer qu'on a essayé aussi avec des échanges d'étudiants, mais il n'y en avait qu'une seule qui était reprise ici, effectivement pour montrer qu'on essayait de temps en temps d'avoir ces échanges qui pouvaient être sous forme visuelle et qui pouvaient être sous forme écrite, et c'est par l'intermédiaire des relais SAR que ça passait, puisqu'ici, si nous n'écrivions rien, il n'y avait rien. Et vous voyez de temps en temps des petites citations. Les étudiants, comme le disait très bien Bruno aussi, réagissent beaucoup avec des petits cœurs, des petits pouces levés, des j'aime ou d'autres choses. Donc, ils ont ce besoin de créativité. Et c'est tout à fait vrai que les groupes les plateformes telles que Teams ou d'autres, en tout cas que nous on utilise, scolairement parlant, ne sont pas très créatives et récréatives, comme il l'a fait remarquer tout à l'heure.
autre exemple qui était fait. Alors, autre possibilité que l'on a avec Teams aussi, on a juste utilisé les outils. Ici, je vous montrais 2-3 choses. Dommage que le bas de page a été un peu rogné. Mais comme on est dans vous allez voir les 2 dias qui viennent, c'est pour faire un petit peu peut-être concurrence à la chaîne Sano, puisqu'on est dans des graphiques perpétuels depuis 1 an. Ici, il y a moyen aussi d'utiliser les graphiques. Et vous voyez, ça se fait tout seul. J'ai essayé ici, quand je l'ai fait il y a quelques temps, de faire une espèce de bilan de l'activité justement des 90 derniers jours entre le 14 décembre et le 13 mars pour voir vraiment, ce n'est pas une activité sismique, mais on le voit très bien en fonction des dates. On se doute bien que le niveau est redescendu, mais ce qui m'aurait intéressé, c'était de voir vers le bas, c'est que le niveau n'est jamais retombé à zéro, quoi. Donc, l'activité la plus dense a été bien sûr pendant la période du blocus du mois de janvier. Ça a continué à être la même chose plus ou moins pendant la session de janvier. Et on voit effectivement que ça ne s'est pas arrêté jusqu'au mois de mars. Donc, c'est sûr que on le verra par la suite dans l'évaluation, les étudiants ont continué à s'approprier l'outil en fonction, bien sûr, des catégories. On ne sait pas toujours l'expliquer, nous, mais ça dépend évidemment des étudiants moteurs ou pas. Donc, on avait dans le récapitulatif, vous voyez tout ce que l'on peut voir, je ne vais pas insister trop dessus. Dans l'autre partie qu'on avait ici, j'en ai mis que 2 dans cette analyse qui me semblait pertinente aussi. Pourquoi? Parce qu'en fonction justement de ce petit graphique, on voit vraiment des moments qui ne sont pas des contaminations, rassurez-vous, mais plus importantes, la création du module. Et puis alors, effectivement, dans l'élément bien particulier, dans les échanges qu'il y a pu avoir, c'était surtout pendant la période, effectivement, de blocus et de pré-blocus, donc du mois de décembre, du mois de janvier. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on voit que ça se termine pratiquement au niveau des échanges. Le 23 janvier, chez nous, c'était la fin de la session d'examen. Et on le voit très bien qu'au niveau des échanges, dans les dates que j'ai prises, ici, c'est par rapport à du contenu, il faudrait être plus précis, mais il faudrait l'ouvrir pour qu'on puisse le voir. Et voilà ce que ça vous donne comme idée. Donc, il y a vraiment des moments élevés plus importants et plus courts, pratiquement d'inactivité, je veux dire, d'échange. Et c'est une des questions que je posais à Bruno tout à l'heure. C'était vraiment, nous, on s'est posé la question, est-ce que l'objectif finalement est de créer quelque chose avec un objectif où tout le monde participe, ou justement la suffisance serait plutôt de se dire, c'est créé et les étudiants qui en ont besoin, ils participeront. Le bouche à oreille faisant la suite. Pour rejoindre ce que disait Alison tout à l'heure, c'est effectivement parler des supports. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai ouvert les publications. Ici, il y a eu une capture d'écran. Ici, on a une capture d'écran sur les fichiers. Pour ceux qui ne connaissent pas Teams toujours, voilà les possibilités qui peuvent être faites. Je ne saurais pas cliquer dessus puisque c'est une capture d'écran, mais si on a encore un peu de temps, on verra bien. L'objectif serait été peut-être de montrer un peu ce qui pouvait être fait. Et vous voyez qu'on peut créer des fichiers très classiques, des dossiers, comme on peut le faire dans Microsoft habituellement, avec ce fameux passage des professeurs ou des enseignants. Est-ce qu'il est utile ou pas? On va le voir. Et des documents d'aide aux étudiants qui étaient rassemblés ici avec les fameux SAR Hebdo ou SAR Info, comme l'a expliqué Alison tout à l'heure, que l'on pouvait, et ça c'est chaque relais SAR qui l'intégrait à sa manière dans, entre guillemets, sa salle d'études, puisque ça restait quand même un outil spécifique de la haute école. Voilà pour ce qui est de cet échange. Le temps passant, je pense que l'idéal, ce sera de continuer vers cette session d'évaluation. Si on avait le temps, ou si après, il y en a qui sont intéressés, on pourrait partager l'écran. Mais j'ai besoin de l'accord de Madame Basteins, la grande chef. Elle me fait déjà des grands yeux. Donc, je continue par rapport à cela. Donc, là aussi, Alison l'a déjà dit. Donc, ici, on va être plus dans l'analyse un petit peu de cette petite étude qui était faite. D'autres questions qui revenaient, c'était de se dire finalement, est-ce que ça a une efficacité, même si c'est sur un laps de temps très court que ça a été créé, que ça touchait un certain nombre d'étudiants, est-ce qu'on ne ferait pas justement un retour d'évaluation le plus simple possible? On l'a réalisé, c'est Alison qui l'a créé, via une enquête Forms qui était composée de 10 questions ces questions concernaient la fréquentation de la salle, les degrés de satisfaction, les suggestions. Vous allez voir, j'ai repris que quelques éléments de ces questions-là, les éléments qui nous semblaient les plus interpellants pour vous les partager. Donc, évidemment, ces enquêtes, il fallait qu'elles touchent un maximum d'étudiants. Elles étaient déposées dans les différentes salles. Pour rappel, il y en avait 7. Et la diffusion se faisait par un lien qui était envoyé par les relais SAR
afin de collecter ces informations au maximum. Et qui était la personne qui récoltait ces infos? C'était notre coordinatrice du SAR. Donc, c'était Alison qui se chargeait de traiter et c'est elle qui s'est chargée d'analyser ces résultats. On dit tout de suite que pour nous, est-ce qu'on était déçus? Je ne pense pas, parce qu'on n'avait aucune attente, donc on ne va pas réagir dans ce sens-là. Le taux de réponse a été très bas par rapport au nombre de personnes qui sont connectées aux salles d'études. Il y en avait environ 600. Il y a 21 étudiants qui ont répondu à cette enquête Forms. Donc là, effectivement, on est plus bas que statistiquement ce qu'on attend en temps normal. Il faut savoir aussi que cette enquête a été réalisée pendant un moment où les étudiants étaient fort chargés et surchargés de travail et que c'était encore une complémentarité avec ce qu'ils devaient faire pour atteindre leurs objectifs prioritaires qui étaient de réussir leurs études. Possibilité de présentation, je tourne mes fiches en même temps que vous pour qu'on soit synchrone. Donc, vous voyez, c'était la 4e question. La salle d'études virtuelle vous aide-t-elle à vous mettre au travail et ou à mémoriser? C'est des choses qui étaient posées ce genre de questions qui étaient posées dans ce questionnaire Forms. Et si on fait le total, si je fais le total à votre place, par rapport aux 21 taux de réponse, on a environ 72%, donc une septantaine de pourcents d'étudiants qui ont répondu oui, que ce soit par beaucoup ou plus ou moins, 43% pour beaucoup et 29% par oui, mais plus ou moins. Donc, on a quand même un groupe de 72%. Ça, c'est quand même interpellant pour se dire que pour ceux qui ont répondu, ça les a aidés au niveau de la mémorisation. Donc, il restait 28% de non ou de pas d'avis. Donc, ça, il faut les prendre en compte aussi. La question suivante qu'on se proposait d'analyser, c'était celle-ci. Je cherche le bon document, le voilà. Donc oui, la salle d'études virtuelle vous aide-t-elle à répondre à certaines questions pratiques que vous vous posez? Et là aussi, on pourrait se dire, tiens, c'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a presque une séquence, on va dire, partagée, et puisqu'il y a environ 50%, 50%, et plus exactement 48% de oui et 52% de non ou de pas d'avis si on tranche comme ça. Donc, c'est vraiment mitigé, effectivement, pour la notion de répondre à certaines questions pratiques que l'on se pose. C'était vaste aussi comme question. Qu'est-ce qu'on entendait par pratique? Donc voilà, je vous laisse réfléchir vous-même aussi aux réponses à ces questions. L'autre question qui a été prise en compte dans cette présentation, la salle d'études virtuelle vous aide-t-elle à rencontrer des personnes de votre département et de votre section? Ça, c'est rejoint de nouveau. C'est pour ça que le lien est vraiment intéressant avec ce qui a été dit en théorie au départ par Bruno. Est-ce que c'était l'objectif des étudiants ou pas? En tout cas, ici, dans les réponses qu'on a eues, 62% disent que non. Vous regardez les chiffres vous-même par rapport à ce qui est fait. Donc, on a simplement un tiers des répondants qui disent que oui, ça m'aide à rencontrer des personnes de mon département. Donc, nous, ce n'était peut-être pas notre objectif de base et c'est ça qui ressort de cette enquête qui, pour le rappel, ne touche pas l'ensemble des participants à cette étude. Enfin, alors, une dernière question à reprendre par rapport à cette petite étude d'évaluation. C'est les éventuels outils apportés par les relais SAR vous sont-ils utiles? Et ça c'était plus une question qui nous intéressait, nous, relais SAR en tant qu'enseignants. Justement, on voit que sur le total des oui, beaucoup, oui, plus ou moins, on a 76% des étudiants qui ont participé qui le disent. Oui, effectivement, et 24 qui sont sans avis, avec la particularité, effectivement, qu'il y a personne ne répond non, pas du tout. Donc, pour nous, c'est vraiment intéressant dans le cadre d'être relais SAR. Ça semble signifier effectivement que cette salle d'études virtuelle doit bien être complétée par des outils complémentaires apportés par nous ou par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, qu'il ne suffit pas de lancer les étudiants faire leur partage d'écran, de connexion et autres, mais que l'on doit, et le rôle des relais SAR doit être présent dans un outil institutionnalisé comme celui-là. Alors là aussi, ça peut toujours, vous connaissez les questionnaires Forms, on peut toujours terminer par cela aussi, pour se gargariser ou pas, c'est selon. On proposait de donner une note globale au dispositif, et la note globale a été 3,9, pas sur 10, je vous rappelle, mais sur 5, donc ça donnait effectivement 78% de degré de positivité. Je l'ai juste noté parce que Alison et moi, ça nous fait grand plaisir. Non, sérieusement parlant, c'est vrai qu'ici, pour ceux qui ont répondu, évidemment, ils se sont dit, si je prends un peu de mon temps, je vais être peut-être critique, mais en même temps, ça m'a donné quand même quelque chose de positif. Alors, on va terminer par ça, puisque c'est le timing aussi. Ici, la question essentielle, c'est justement les pistes pour le futur.
Et comme je vous l'ai dit au début, en tout cas en ce qui me concerne, et je pense qu'avec Alison, on sera sur le même ordre d'avis, on a déjà eu des idées, et c'est ça qui est intéressant, les partages les séances telles que le pôle propose, c'est justement les échanges entre enseignants et entre personnes. Il y en a qui font des recherches et d'autres qui donnent des réponses. Ici, on s'est posé, nous, la question, et alors qu'on voit tantôt que ce n'était pas nécessairement l'avis de Bruno, le plus proposé d'horaire de passage spécifique, parce que chez nous, ça n'a pas eu un effet intéressant dans notre expérience. Je vous rappelle d'un seul moment pour l'instant, puisqu'il va être répété évidemment pendant le pré-blocus d'ici de printemps. Donc là, on verra, on commencera avec l'expérimentation, on va certainement améliorer la chose, on espère, et les étudiants, par le bouche à oreille, vont certainement fonctionner peut-être différemment. Donc ça ne semble pas être top utile de faire passer les enseignants à des moments bien précis. Ils échangeaient plus facilement peut-être par écrit. Dans des moments de passage, moi, personnellement, je vérifiais quoi? Comme j'ai vu des questions tout à l'heure, est-ce qu'il y a des étudiants qui oubliaient de couper leur micro, puisque c'est quand même des salles d'études silencieuses, et il y avait des étudiants qui vivent parfois dans un petit vase clos, qui mettaient beaucoup de musique, et ça criait assez fort, et ça dérangeait certains étudiants. Donc, on se permettait de dire, tu as peut-être oublié ton micro, tu ne veux pas le déconnecter, mais ça n'empêchait pas qu'ils puissent se parler entre eux s'ils le désiraient dans d'autres moments. Donc, encourager les questions via le chat, ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit qui fonctionne très bien. Comme l'a dit Alison, dans le domaine du département de la santé, c'est le même principe. Des étudiants continuent à utiliser les salles d'études, par exemple, pour d'autres activités comme les échanges entre tuteurs, tutorés, tutorat, etc. On avait proposé aux étudiants d'utiliser ce créneau-là pour ne pas passer dans un Facebook classique ou d'autres choses, pour être plus institutionnalisé. Et certains étudiants, je dis bien certains, ça les rassure, semblerait-il aussi. Ça va, je parle avec d'autres étudiants et je suis dans un cadre qui est entre guillemets surveillé ou qui est à tout le moins pris en charge par la haute école. On s'est aussi posé une dernière question qui était parfois un des outils, un des désagréments de Teams, qui effectivement, il faut que, bien sûr, il n'y a pas d'ouverture et d'autres outils, mais nous, c'est pour Teams, c'est effectivement comment favoriser l'utilisation de cette gestion d'échanges entre étudiants, et notamment la connexion, le premier pas, comme dans la chanson bien connue, comment faire en sorte que le premier étudiant n'hésite pas à se connecter, même s'il n'y a personne à ce moment-là. Et ça, c'est des étudiants nous ont communiqué des choses, c'est compliqué pour eux. En règle générale, c'est l'enseignant qui lance son cours, qui fait le partage d'écran et autres, et eux, ils sont passifs derrière en suivant. Ici, le premier étudiant qui veut participer, il va cliquer pour justement ouvrir la réunion dans cette salle d'études virtuelle. Et s'il ne le fait pas, c'est un autre qui doit le faire. Si personne ne le fait, il y en a peut-être qui vont hésiter. Et finalement, ils vont passer à autre chose. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, pour lesquels on s'est posé des questions. Donc nous, en ajoutant ceci, si vous voulez, dans les pistes pour le futur, comme je vous l'ai déjà dit, on va relancer la salle d'études de toute façon activement pour la session de juin avec le pré-blocus des congés de printemps d'ici le 3 avril. C'est important pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses aussi, effectivement, de bien structurer, de bien réguler les horaires pour que les étudiants soient bien au courant, effectivement, du fonctionnement de ce genre de salle d'études. Voilà. Merci. Alison, merci Amélie, et je rends la parole à la grande dirigeante. Merci à tous les deux pour cet échange. Alors, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les relève également ici en direct. Encore un grand merci à vous. Et moi, je me demandais par rapport aux salles, j'avais vu qu'il y avait donc une salle par filière. Et est-ce que, parce que j'entendais les échanges, favoriser les échanges entre les tuteurs et les tutorés, est-ce que c'est quelque chose qui était fait dans la salle en tant que tel, ou est-ce qu'il y avait des sous-groupes qui étaient créés à ce moment-là avec des étudiants qui pouvaient se déplacer dans des sous-groupes au sein d'une seule et même salle? Moi, je réponds, Alison. Ici, nous, en tout cas, déjà dans la catégorisation qui a été faite, il n'y a pas eu de création de canaux dès le départ pour cette fonctionnalité ici. Il y a d'autres activités qui ont été réalisées par le service d'aide à la réussite, où là, effectivement, il y a vraiment des sous-canaux faits individuellement. Ici, le principe, c'était de se dire, puisque la catégorie santé, elle touche beaucoup d'étudiants, donc c'est vrai que l'effet de masse, on ne savait pas vers où on allait. On a préféré laisser vaste et puis se dire, peut-être après, on va réintégrer des canaux. La demande n'a pas été celle-là. Ils ont pratiquement créé leurs propres canaux, parce que c'est vrai qu'au départ, ils se retrouvaient entre sections diététiques, logo et autres, et infirmiers, par exemple. Et alors après, c'est petit à petit, ceux qui venaient, ils ont commencé à échanger avec d'autres étudiants, d'autres sections,
en fait, c'était ça notre objectif, c'est qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes et échanger éventuellement sur les bonnes pratiques méthodologiques. Donc, on n'a pas créé de sous-cadeau pour l'instant, mais c'est une question qu'on se pose. En tout cas, je ne sais pas si Alison va dans le même sens. Oui, oui, tout à fait. Pas d'éléments supplémentaires à ajouter pour le moment. Pour la suite, peut-être, mais à cet instant-ci, on n'a pas à se créer des sous-canaux. Merci. Je vois une question dans le chat et je pense qu'on restera sur celle-là. Concernant les horaires des étudiants, c'est un horaire journalier que vous aviez proposé? Oui, c'est un horaire journalier et sur Teams, en fait, on avait utilisé la fonctionnalité du mode répété et donc on l'a mis une fois et on l'avait remis jusqu'à la fin de la session, enfin jusqu'à la fin du mois de janvier. Maintenant, il n'y a plus d'horaire spécifique parce qu'ils ont cours le reste de la journée, donc ça ne sert à rien de prévoir ça dans l'agenda, mais ils peuvent aller l'activer dès qu'ils le souhaitent. Mais pendant la session, c'était en mode répété, oui, de 8h à 21h. 18h. 21h, c'est juste parce 21h. qu'on essaie la partie de soirée aussi. Et juste ajouter peut-être ce qu'il a dit tout à l'heure aussi, et comme Alison le disait, l'horaire journalier répétitif, mais en même temps aussi avec vraiment pour ceux qui en avaient besoin au départ, c'est vraiment pour ça qu'ils l'ont utilisé, avec des pauses toutes les 2 heures. Donc, tous les conseils qui étaient donnés au niveau de la méthodologie de l'aide à la réussite se retrouvaient, parce que sinon ça n'avait ni queue ni tête de pouvoir se dire on va ouvrir pendant 4 heures et puis laisser une pause à midi. Donc, ils pouvaient juste simplement se connecter, sans mettre la caméra s'ils le désiraient, et travailler de leur côté. Et puis, boum, ils se disaient, maintenant, s'ils voulaient, ils pouvaient rester 4 heures, évidemment. Il n'y a pas de contrôle par rapport à ça, mais ça apprenait, d'où notre procrastination, comme l'a dit très bien Alison au départ. L'objectif, c'était ça aussi, lutter contre les étudiants procrastinateurs et qui n'arrivaient pas à se gérer et à organiser leur agenda. Voilà, merci. Ok, un grand merci. Alors, je vous remercie pour votre intervention.